On va accueillir le premier porte-parole qui est Anthony Sellier, qui est député de La République En Marche, élu dans la 3e circonscription du Gard, président du Conseil supérieur de l'énergie depuis décembre 2020. Et c'est Camoulox. On va accueillir Anthony Sellier parce que du coup, c'est le représentant du futur candidat Macron et du président actuel. Donc on accueille Anthony Sellier. Bonjour. Bienvenue sur Twitch, bienvenue sur People. Prenez place. Petit Bonjour. verre d'eau. Est-ce que vous voulez un verre d'eau ? Allez, avec plaisir. Axel, est-ce qu'on pourrait avoir un verre d'eau pour monsieur ? Merci beaucoup. Première sur Twitch aussi ? Oui, j'ai téléchargé ce week-end. On fait que des premières, On j'adore. élargit l'audience de Twitch. Ouais, on élargit à fond. Bienvenue. Donc, vous êtes Anthony Sellier, vous êtes donc président du Conseil supérieur de l'énergie depuis décembre 2020, et vous êtes un peu le monsieur renouvelable énergie, représentant du président actuel. Voilà, on peut résumer ça. Je résume bien ? Ouais, c'est pas mal. Ça me va. Pour rappel, que ce soit du coup Anthony Sellier ou les autres porte-parole des candidats, on va avoir exactement le même déroulé. On aura 20 minutes à chaque fois avec chaque porte-parole. On va commencer par juste poser des questions très simples que je vais vous poser tout de suite, qui sont les 3 points de chaque candidat, donc des porte-paroles qui sont présents ici, sur le renouvelable et comment ils comptent prendre ce sujet à bras-le-corps. Donc, question très cash, Anthony Sellier. Quels sont les 3 points du président actuel et candidat à la prochaine présidence pour prendre à bras-le-corps le sujet des énergies renouvelables ? Alors, j'ai écouté avant d'arriver les explications de mon prédécesseur sur l'enjeu qui nous rattache à se séparer des énergies fossiles. J'insiste là-dessus parce que c'est exactement, c'est le corpus de notre stratégie en termes d'énergie renouvelable. Se séparer des 60% d'énergie fossile pour lesquelles notre pays est fortement dépendante, c'est colossal d'ici 2050. C'est vraiment un enjeu majeur, mais c'est colossal sur le plan sociétal, sur le plan... ça veut dire qu'il faut se séparer de nos véhicules thermiques, ça veut dire qu'il faut changer nos modes de chauffage, ça veut dire qu'il faut changer nos modes de production. Bref, ça ne se fait pas aussi facilement qu'une incantation. Et tout ça, ça doit se planifier. Pour faire de la France la première grande nation indépendante aux énergies fossiles, ça se planifie. On s'appuie, et vous l'avez bien résumé, essentiellement sur 2 types d'énergie. L'énergie de production nucléaire existante, et puis l'énergie du type électrique ENR, pour venir substituer ces énergies fossiles. Donc on se sépare des énergies fossiles et on vient compenser avec d'autres sources d'énergie. Et donc il faut accélérer sur les énergies renouvelables de manière considérable, non pas pour arriver à 2050, mais déjà pour enclencher, augmenter la vitesse de déploiement de ces énergies renouvelables sur notre territoire. Donc, il y a un plan qui a été décrit par le candidat président. C'est multiplier par 10 le nombre de panneaux solaires, multiplier par 2 le volume d'éoliennes terrestres, lancer 50 parcs éoliens offshore, tout au long de... Vous savez que la France possède une façade maritime importante, et donc il faut l'optimiser pour produire des énergies décarbonées. Et donc c'est un plan massif aussi pour ce qu'on appelle les bioénergies, donc par exemple le biogaz, qui sont des énergies issues de la transformation, par exemple des végétaux en méthane. Voilà, donc ça c'est, j'allais dire, en volume. Mais au-delà de cette notion de volume, qui éventuellement ne nous parle pas de manière très concrète, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que pour atteindre cet objectif de limiter notre dépendance aux énergies fossiles, il va falloir aussi collectivement faire des économies d'énergie. Le prédécesseur vous en a un petit peu parlé. C'est un changement aussi de société qui se présente à nous. C'est un défi de société que l'on doit relever. Nous, on part du principe qu'il faut baisser nos consommations de 40%, ce qui est déjà très important, avec un impératif de conserver le niveau de confort et de qualité de vie qui est le nôtre. Donc il y a un engagement sociétal important à avoir, mais en ayant bien en tête qu'on ne veut pas non plus renverser notre façon de vivre finalement, parce que ça serait peut-être inacceptable pour nos concitoyens. Alors l'objectif commun, il est celui de la neutralité carbone, on en a parlé, nous l'avons défini dans la loi, je l'ai défini dans la loi énergie-climat en 2019. Maintenant que les choses sont clairement définies, la neutralité est clairement définie, l'objectif est clair, c'est de l'atteindre en 2050, il faut se séparer des énergies fossiles.
Moi, j'aurais une question à vous poser sur un petit peu le côté bilan, parce que vous êtes le seul porte-parole qui représentait un candidat qui est aussi président. La France, les financements aux énergies renouvelables, ils ont augmenté pendant le quinquennat, mais la France, elle reste en retard en fait sur ses objectifs d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on est à 19,1% dans la consommation finale brute d'énergie, alors que l'objectif, c'était 23%. Comment vous expliquez en fait ce décalage et ce retard qu'on a pris, et comment vous comptez le combler en fait? Et la France est le seul pays de l'Union européenne d'ailleurs à être en Ouais, retard. le seul. Tout à fait. Vous avez noté qu'effectivement, on a augmenté les financements à destination des énergies renouvelables. Pour autant, on n'est pas au rendez-vous en termes de déploiement. Il y a plusieurs explications. La première, c'est que le volume de recours qui sont opérés sur les énergies renouvelables, l'éolien en est un peu la caricature, mais est considérable. En France, pour déployer un champ éolien ou photovoltaïque, surtout éolien, c'est plus de 9 ans. En Allemagne, c'est 4 ans. Plus de 9 ans à cause de le manque d'acceptabilité. C'est multifactoriel. Il y a les procédures administratives, très longues, très chronophages. Les recours, qui sont également très chronophages, puisque vous remettez le métier à l'ouvrage pour reconvaincre qu'il est intéressant d'implanter ce projet. Et donc, vous perdez du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est une loi d'exception. Quand la France a accueilli le projet des Jeux Olympiques de 2024, il a fallu s'exonérer de quelques règles administratives un peu lourdes, un peu fastidieuses, qui est parfois un peu le côté un peu négatif de notre administration, parce que tout ça est d'une lourdeur incroyable. Donc il faut alléger ce sac à dos administratif pour les porteurs de projets. C'est ce que nous portons comme programme là, c'est accélérer le déploiement des énergies renouvelables en diminuant la charge administrative qui s'y rattache, en augmentant le nombre de personnes qui vont traiter ces dossiers dans les territoires. Donc ça veut dire que si jamais je comprends bien, vous décidez d'alléger un peu les démarches administratives et les lourdeurs qui ralentissent, et c'est comment vous justifiez le retard qui a été pris et le manque de 4% par rapport à l'objectif de 23%. Ça, c'est une réponse. On doit avancer aussi, mais il y a une autre question, c'est... Vous parlez de renouvelables, mais Emmanuel Macron a proposé de construire 6 réacteurs nucléaires en plus. Est-ce que vous trouvez ça normal que ça soit fait sans processus démocratique sur une question? On l'a vu avec Alexandre Roche qui parlait que si jamais on construit de plus en plus de nucléaire, on doit de toute façon augmenter encore plus la part du renouvelable pour avoir un mix énergétique qui répond aux accords qui ont été menés. Est-ce que vous trouvez ça normal de prendre cette décision sans justement sonder les Français? Alors, cette décision... c'est une décision politique. On fixe un objectif qui est de dire on lance un nouveau programme nucléaire. Cette décision politique, c'est ce qu'on appelle le discours de Belfort. Il permet justement le déclenchement d'un processus de consultation démocratique, ce qu'on appelle la CNDP, Consultation nationale du débat public, et donc qui a commencé d'ailleurs sur un des premiers projets. Vous ne pouvez pas lancer une consultation tant que vous n'avez pas planifié quelque chose. On planifie un nouveau programme nucléaire, ça déclenche la consultation. Mais consultation, juste pour que les gens comprennent, ça déclenche la consultation vers qui? La consultation sur les territoires pour parler du programme d'implantation de nouvelles paires d'EPR, par exemple, sur les sites. Donc les personnes sont consultées sur les bienfaits ou les méfaits de l'installation de nouveaux parcs nucléaires sur leur territoire. Mais c'était clairement une annonce d'un plan de relance nucléaire qu'a fait Emmanuel Macron, et on peut se demander si le débat démocratique n'aurait pas lieu d'être en amont, en fait, pour décider tout simplement de l'orientation de la France sur ces questions. Et il y a eu une tribune dans Le Monde, notamment de Michel Badré du projet CIGEO, d'enfouissement des déchets nucléaires, qui a demandé un débat démocratique sur ces questions, en fait. Et c'est légitime de se poser la question. Bien sûr, il n'y a pas de souci sur la légitimité de la question. Le vrai sujet, et encore une fois, mon prédécesseur l'a très bien verbalisé, c'est l'objectif commun de neutralité carbone. Comment on fait pour amener notre pays à être neutre en carbone dans 30 ans, en se séparant de plus de 60% de nos énergies fossiles? Il faut compenser.
il faut substituer ces énergies. Donc il faut aller chercher de l'énergie pilotable, c'est-à-dire que l'on peut, à la demande, actionner ou désactionner, typiquement le nucléaire, et puis aller chercher des sources d'énergie décarbonées comme l'éolien, le solaire, l'hydraulique. On a très peu parlé des barrages hydrauliques, mais notre pays a beaucoup de barrages déjà installés, et aller chercher ces énergies-là pour venir compléter, j'allais dire, le dispositif de production d'énergie qui est à notre disposition et qui doit aller croissant pour venir substituer ces énergies fossiles. Donc, il y a, à mon avis, une discussion à avoir sur ce tronc commun qui est la neutralité carbone et ce que nos concitoyens sont en capacité d'accepter pour atteindre cet impérieux objectif de neutralité carbone. Pour vous, ça passe par un large déploiement du nucléaire. Ça passe par un mix énergétique qui est composé à 50% par le nucléaire et à 50% par les énergies renouvelables. Donc, ok, on doit avancer. Donc, en tout cas, vous avez proposé du coup beaucoup de quantitatifs sur du biogaz, de l'offshore, de l'éolien et aussi du coup de peut-être avoir des parcours administratifs un peu plus légers. On va retenir ça de vos propositions qui sont peut-être plus avancées. Je me permets, mais c'est important. C'est une mobilisation générale dans l'intérêt général. Ça veut dire aussi de l'acceptation de par nos concitoyens. Oui. Si tout le monde refuse l'éolien offshore, l'éolien terrestre, les parcs solaires, ça va être compliqué d'atteindre la neutralité carbone. Ok, d'accord. En tout cas, n'hésitez pas, préparez toutes vos questions que vous avez pour Anthony Sellier. On a encore donc la brève de presse qu'on va faire tout de suite, ensuite le oui-non, et gardez toutes vos questions pour répondre justement à un manquement ou à des réactions que Anthony Sellier a pu faire sur le renouvelable et l'EPR, avec notamment le discours de Belfort. On va passer à vous allez voir une brève de presse, une de presse, et vous allez pouvoir commenter et vous allez nous dire un peu à quoi ça vous fait penser, comment vous réagissez à cette une. On la voit où ? On va le faire, c'est une qu'on va faire par hasard, vous allez voir sur l'écran là. C'est le hasard qui choisira. Du coup, on laisse la roue tourner et ça tombera sur une que vous commenterez, Anthony Sellier. C'est parti, on lance la boucle. C'est la roue du hasard ? La roue du hasard qui tourne. Petit jingle. C'est vrai parce qu'on est très pro, on a fait des jingles, on a voulu vraiment être un peu en mode télé. Le jingle est parti et maintenant on lance la roue pour essayer de voir justement quelle une ça va nous donner pour que vous puissiez réagir. Du coup, on est sur une du Monde avec un rapport spécial du GIEC, l'humanité épuise la Terre. Je vous laisse répondre. À quoi ça vous fait penser ? Vous avez 1 ou 2 minutes dessus. Ça revient à un petit peu la discussion qu'on avait auparavant. Le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines est passé un peu inaperçu du fait d'une actualité bien évidemment dramatique en Ukraine et du drame qui est en train de se dérouler à nos portes. Ce rapport, il est accablant, mais ce n'est pas une accumulation de rapports qui finalement nous explique de rapport en rapport que la situation est plus que critique. Là, on est sur un modèle qui nous explique qu'on arrive sur un point, j'allais dire, pratiquement de non-retour. Ouais. Si rien ne se fait, on ne va pas... Enfin, c'est catastrophique pour les générations qui arrivent. Enfin, le mot est fort, mais sincère. Et donc, ce rapport vient mettre en exergue cette situation dramatique où, effectivement, on épuise la Terre parce qu'elle n'est plus en capacité, finalement, de substituer nos besoins tels que nos modèles aujourd'hui de consommation, tels que nos modèles économiques sont fondés. D'où la nécessité de faire ces fameuses 40% d'économie, par exemple, sur l'énergie et se séparer des énergies fossiles. Les énergies fossiles, par définition, doivent rester là où elles sont, dans le sol. Et c'est vrai, et j'ai la même lecture que vous de ce rapport qui est absolument alarmant, mais pour autant la France et votre gouvernement a été condamné en fait par l'État français pour inaction climatique. Le tribunal de Paris a donné au gouvernement et à l'État français l'ordre en fait de revenir dans la trajectoire de ces objectifs. Qu'est-ce que vous comptez faire en fait pendant le prochain mandat pour revenir dans cette trajectoire ? Alors, je me défausse absolument pas, mais je remets un peu de sémantique dans l'histoire. C'est l'État français qui est condamné, c'est pas le gouvernement.
c'est sur la période 2015-2018. Mais oui, mais Macron a été justement le président de Make the Climate Great Again et a voulu porter fort pour l'instant cette question et ça a été un échec, notamment sur le renouvelable. Du coup, pour finir mon raisonnement, sur ce mandat, nous avons planifié, parce que tout ça nécessite de la planification. Vous pouvez passer votre temps à faire des incantations, en disant à quel point la situation est catastrophique, en disant à quel point il faudrait faire ci et faire cela. Mais si vous ne planifiez pas, parce qu'un gouvernement, une majorité, elle a pour mission pendant 5 ans et peut-être 5 ans à venir d'amener notre pays sur une trajectoire, vous devez planifier. Et donc, il a fallu phaser les choses. Tout à l'heure, on vous parlait des scénarios RTE, j'ai entendu. Du réseau de transport d'électricité. Du réseau de transport d'électricité. C'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité qui a fait des scénarios. Voilà comment tout ça s'est passé. Quand on est arrivé en 2017, le scénario du gestionnaire, RTE, était le suivant. En matière d'énergie électrique, la demande sera constante. Les scénarios qui nous étaient présentés quand on est arrivé en 2017, c'était les scénarios seront une demande flat, comme on dit, d'électricité. Il n'y aura pas besoin de plus d'électricité. Ce qui me semblait personnellement déjà un peu bizarre. On a défini dans la loi, ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de neutralité carbone. Pour bien faire les choses, il faut les définir. Sinon, vous partez dans tous les sens. Objectif, neutralité carbone. Comment on fait pour atteindre cette neutralité carbone ? On réinterroge le gestionnaire de réseau de transport d'électricité et on lui dit comment, avec l'énergie qui est à notre disposition, en se séparant de toutes les énergies fossiles, on fait pour atteindre la neutralité carbone. 2 ans de travaux, 4000 contributions écrites de toutes les obédiences, des ONG, des professionnels de l'énergie. Tout le monde a travaillé sur ces scénarios. 6 scénarios sont présentés à nous. Certains sont, 100% renouvelables. D'autres mixent avec de l'énergie renouvelable et de l'énergie nucléaire, etc., etc. Et c'est avec cette trajectoire-là que désormais, vous pouvez déployer un plan d'accélération pour les ENR ou de déploiement de nucléaire. Si vous n'avez pas une planification, vous partez dans tous les sens et c'est pas clairement orienté, comme on dit. Voilà. Ok. Est-ce que vous pensez justement si jamais le président actuel qui sera encore à nouveau élu, est-ce que vous pensez pouvoir répondre aux objectifs du renouvelable et atteindre justement ces fameux chiffres avec la nouvelle planification qui serait faite ? Et vous n'avez pas le choix. Okay. On n'a pas le choix. D'accord. On va passer à... Je vous aurais bien expliqué pourquoi. On doit avancer. On va passer à un nouveau format qui est le format que vous allez détester, qui est le format du oui-non. Vous êtes obligé d'y répondre. Il n'y a pas de... En plus, on est en retard sur le planning. C'est le jeu, pas du ni oui ni non, le jeu du oui ou non. Ah ouais, d'accord. C'est pas justement le jeu du ni oui ni non. C'est l'inverse. Là, c'est vraiment le jeu du oui-non. Du coup, on va lancer jingle, le jeu du oui-non. C'est parti. Et en même temps, on a le droit ? C'est vraiment oui ou non. Vous pouvez pas vous dérober là. Okay. Du coup, je vais vous lire en même temps, même si vous savez très bien lire. Première question, jeu du oui-non. Vous me dites évidemment oui ou non. Vous êtes regardé. Coupez-vous les subventions aux entreprises françaises pour financer des projets d'énergie fossile à l'international ? On le fait déjà. Ça s'appelle les garanties export. C'est dommage. Ça a été oui ou non. Ah, c'est fou, hein. Ah oui, mais ça oui ne marche. C'est une déformation professionnelle, hein. Mais tout le temps. Oui. Ok, oui. Prochaine question, mettez-vous en place un fonds social pour le climat de 5 milliards d'euros par an afin d'aider les gens à changer leur mode de chauffage ou le transport comme proposé par le syndicat des énergies renouvelables. C'est hyper frustrant votre truc parce que nous on prend la fiscalité du fossile pour le mettre au bénéfice de ce type de mesures. Donc donc en soi vous avez un autre moyen mais c'est oui ou non ? Donc c'est oui mais pas avec cette méthode-là. Ok. Construisez-vous de nouveaux réacteurs nucléaires ? Oui. Comptez-vous doubler la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique d'ici 2030 ? Oui. D'accord. Soutenez-vous la construction de nouveaux parcs éoliens offshore ? Oui. Poursuivez-vous le développement de l'éolien terrestre ? Oui. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il faut développer le gaz vert pour remplacer les importations de gaz en provenance de la Russie ? Oui. Êtes-vous prêt à vous engager à augmenter le nombre de fonctionnaires pour permettre d'accélérer la réalisation des projets d'ENR ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. Vous engagez-vous à soumettre toutes vos politiques publiques avant leur adoption à une évaluation de leur impact sur le climat ? Alors... si jamais c'est... oui, c'est ça, c'est qu'il y a une explication derrière. Je vais vous dire non, mais on a déjà voté ce qu'on appelle le green budgeting et on a
créé le Haut Conseil pour le climat qui vient justement se substituer à cette présentation. Donc on l'a déjà fait, mais pas sous cette forme-là. Coupez-vous les subventions aux entreprises françaises pour financer les projets d'énergie fossile à l'international? Vous l'avez déjà posé. C'était une boucle. C'était une boucle. Vous suivez, c'est bien. Vous avez réussi le oui, non, c'est parfait. On va passer à la dernière séquence, c'est le temps additionnel. Vous posez les questions à Anthony Cellier en direct, c'est parti. Le chat juste en face de vous. Oh putain, je comprends rien. C'est où? C'est juste ici. Donc moi je vais vous remettre parce qu'on est un peu à la bonne franquette. Donc toutes les questions que vous voulez poser sont présentes dans le chat. Toutes les questions que vous voulez poser sont présentes dans le chat. Donc je vous laisse lire à partir de cette question. Je voulais que je la lise? Ouais. Allez, quelle est votre recommandation pour que les Français puissent anticiper la hausse du prix de l'énergie dans leur logement? Alors déjà, ça va être dur votre truc parce que j'ai plein de choses à dire. Moi, je suis dans un bon moment aujourd'hui. Non, mais déjà, il faut savoir où on en est aujourd'hui. C'est que nous avons gelé les prix du gaz et maîtrisé la hausse de l'électricité à 4%. Ce qui veut dire qu'on ne subit pas une augmentation que vous pouvez voir dans les pays voisins européens, par exemple, qui est une augmentation de plus de 40% des tarifs du gaz ou de l'électricité. Nous, on a maîtrisé tout ça. Donc, ça ne se ressent pas, j'allais dire, dans le quotidien de nos concitoyens. Pour autant, il y a des mesures simples qui ne sont pas trop contraignantes pour le confort et la qualité de vie, qui sont par exemple, alors maintenant le printemps arrive, donc c'est peut-être plus d'actualité, mais qui sont par exemple de maîtriser la demande d'énergie pour chauffer sa maison par exemple. Mais après il y a des réflexes, j'allais dire c'est plus des réflexes citoyens, mais c'est aussi des réflexes de solidarité, en utilisant l'eau chaude correctement pour ne pas trop la chauffer. Enfin, il y a beaucoup de mesures à faire, mais ça relève du comportement individuel, de la sobriété. Ok, c'est le temps additionnel, c'est comme au football, Anthony Cellier, du coup il reste plus qu'une minute 40. Voilà, c'est frustrant votre truc. Je vous laisse lire une question qui est par exemple juste devant vous, qui est très longue du coup. Comment comptez-vous relancer l'industrie solaire française avec des objectifs de développement qui sont trop faibles pour que l'industrie française ait une échelle suffisante pour concurrencer la Chine? Les autres pays européens qui ont des objectifs solaires beaucoup plus grands, l'Allemagne, l'Espagne, peuvent lancer la construction de gigafactories, pas la France, avec vos objectifs. Et bien justement, dans le programme que je défends, il y aura le lancement d'une filière sur les énergies solaires. Sur l'éolien, c'est déjà fait du côté du Havre, mais sur le solaire, les gigafactories, on en a 3 en cours de construction sur les batteries, qui sont aussi importantes dans cet objectif de neutralité carbone, notamment sur la mobilité électrique, puisque l'objectif dans le programme, c'est qu'un véhicule sur 3 d'ici la fin du quinquennat soit électrique, avec des systèmes de leasing aussi qui sont très très intéressants pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux véhicules électriques. Mais il y a le programme de lancement d'une filière, justement, mais une filière complète, c'est-à-dire de la gestion des métaux rares jusqu'à la fabrication et la construction de panneaux solaires, j'allais dire made in France. Ok. Et une dernière question, il vous reste 28 secondes, je vous laisse lire du coup celle qui est juste au-dessus. Allez-vous demander à Total de cesser ses activités en Russie? Oui, mais c'est à Total, qui est une entreprise privée, de faire ce choix-là. Donc à titre personnel, j'invite Total à retirer ses activités en Russie, mais c'est à Total de le faire. Mais vous allez juste les inviter, vous n'allez pas faire plus? Sur le plan législatif, en ce moment, c'est pas possible. Ok. Merci beaucoup Anthony Cellier. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je sais que ça peut être un peu parfois frustrant le jeu du oui non et tout. Mais nous on aime bien du coup. Ça change un peu. Il y a un petit côté pervers dans votre truc. Je suis désolé, c'est un peu le but sur le oui non. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle et je vous remercie en tout cas d'avoir répondu favorablement à notre invitation et celle du CERF. Merci. Merci beaucoup. À très vite. Bonne journée. Bonne journée.